S'il y a un sujet qui revient fréquemment dans les commentaires de la chaîne ou encore via mon blog, c'est bien celui du format RAW. Et pour les gens qui font leur premier pas avec le format RAW, ben, il y a certaines appréhensions au niveau donc de la manipulation. Comment est-ce que les logiciels les prennent en charge? Est-ce qu'on doit sauvegarder absolument les changements qu'on fait sur nos formats RAW, sur nos fichiers RAW? Qu'en est-il lorsqu'on fait appel à des plugins, etc., etc., etc. Et surtout, qu'en est-il au niveau donc de la séquence des opérations, au niveau de la manipulation? Alors aujourd'hui, c'est une vidéo que je vous dirais qui s'adresse aux gens qui font effectivement leur premier pas au niveau d'un format RAW, qui ont fait le choix de se tourner vers le format RAW, mais qui ont besoin de certaines informations à ce moment-là pour mieux tirer profit, si vous voulez, de leur fichier en format RAW. Voilà donc ce que je vous propose aujourd'hui. Si c'est votre première visite sur cette chaîne, bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelaBellePhoto.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces, de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans le domaine de la photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime, n'hésitez surtout pas à vous abonner et je vois vous intéresser à la retouche photo, ben ça tombe bien, j'ai justement plusieurs vidéos sur le sujet. Alors, vous avez fait le choix de travailler et de prendre vos photos en format RAW. Et il y a un format RAW qui existe pour chacun des manufacturiers, donc d'équipements photo, que ce soit Fuji, Olympus, Pentax, que ce soit Nikon, Sony, Canon, etc., etc., etc. Donc, tous les manufacturiers, généralement, ont donc un format RAW à vous proposer. Et pourquoi vous vous êtes tourné vers le format RAW? Parce qu'on vous a dit, et à juste titre, que ce sont des formats de fichiers qui ont beaucoup plus de matière. C'est des formats de fichiers qui sont plus lourds, qui ne sont pas exportables. Par exemple, on ne prend pas un format RAW et l'envoyer donc dans les médias sociaux. On doit le manipuler, mais ce sont des fichiers donc qui sont plus lourds, plus costauds, mais par contre qui arrivent avec beaucoup plus de matière. Alors c'est donc quelque chose qui est très intéressant. Et bien entendu, lorsqu'on a un format RAW, il faut absolument manipuler ce dernier. On est, comme je le disais, on n'est pas capable, par exemple, d'envoyer un format RAW à des amis pour qu'ils puissent voir notre photo. Ce ne sera pas tenu en ligne de compte, à moins qu'ils aient un logiciel bien particulier pour l'ouvrir. Et les fameux logiciels qui vont manipuler donc les formats RAW, en l'occurrence dans ce cas ici, j'ai Lightroom, mais que ce soit Darktable, que ce soit Capture One, que ce soit Affinity, que ce soit On1 Photo RAW ou encore que ce soit Luminar ou plusieurs autres logiciels, bien, habituellement, ces logiciels-là sont en mesure donc de manipuler les formats RAW et chacun va venir le dire dans sa publicité et dans ses opérations. Ces logiciels-là manipulent les formats RAW de façon non destructive. Et ça, c'est super important de se rappeler de la chose. Ça veut donc dire qu'on peut manipuler un format RAW, comme je viens de le faire. Dans Lightroom, regardez dans ce cas ici, si vous regardez mes réglages de base. J'ai absolument manipulé celui-ci. J'ai également fait un recadrage au niveau donc de cette photo-là. Alors, vous voyez, j'ai donc tout opéré ces opérations-là dans Lightroom sur mon format RAW. Comme vous pouvez le voir juste ici, c'est une extension .cr3, mais ça n'a pas du tout altéré mon fichier qui porte ce numéro, qui porte cette appellation-là. La preuve en est, je vais juste vous le montrer dans un petit instant, mais la preuve en est, si je bascule, ben regardez juste ici, dans On1 Photo RAW, ben j'ai ouvert le même fichier et regardez de quoi a l'air ma photo. Donc, mon format RAW est encore donc, de façon originale, alors que justement dans Lightroom, j'avais donc apporté des modifications et des manipulations. Ça veut donc dire que tout cela se fait de façon non destructive et on ne perd jamais notre fichier donc original. Encore là, la preuve en est, si je fais Y, la fonction pour me ramener donc à ce qu'était ma photo à l'origine, vous la voyez, vous la retrouvez dans son aspect un peu mollassonne, je vous dirais, sans trop de définition, alors que du côté droit, ben, à ce moment-là, les manipulations ont pu être exercées. Alors, vous vous demandez, bien entendu, bien, est-ce que les manipulations que je viens de faire dans ma photo, est-ce que je dois les sauvegarder? Est-ce que c'est comme un document Word sur lequel on est en train de faire de la saisie de texte, on fait de la mise en page, puis à un moment donné, effectivement, il faut sauvegarder, si vous voulez, notre document et nos changements, parce que sinon, si on ferme le document, bien, à ce moment-là, on va tout perdre.
notre mise en page, notre saisie de texte, etc. Or, dans ce cas ici, surtout avec les logiciels que j'ai nommés précédemment, assez souvent, ceux-ci fonctionnent avec une base de données. Alors, par exemple, si vous regardez l'historique ici au sujet de ma photo, voici toutes les opérations que j'ai pu faire et toutes les manipulations que j'ai faites au sujet de cette photo-ci pour en arriver à ce résultat-là. Pour le moment, tout ce qu'on a comme c'est là, c'est un fichier en format RAW qui a la même apparence en dessous, de façon souterraine que celle que je vous ai présentée précédemment, c'est-à-dire avec l'apparence très mollassonne, mais en surface, comme c'est là, vous avez le rendu avec toutes ces manipulations-ci qui sont allées se loger dans une base de données. Et les logiciels, pour nous permettre de mieux comprendre, ils ne parlent jamais d'une base de données, ils vont appeler ça assez souvent un catalogue. Alors, quand vous entendez le mot catalogue, dites-vous que ça, c'est une base de données. Et dans la base de données, on vient dire que pour le fichier en question, juste ici, avec 4089.cr3, pour ce fichier-là, ben voici les opérations que je voulais faire, les manipulations que je voulais faire. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, vous avez le rendu que je souhaitais. Et vous avez donc ce rendu-là d'une photo qui a donc été manipulée. Mais actuellement, tout ce que c'est des actions dans une base de données et un fichier RAW. Alors, au bout du compte, si on veut avoir accès à notre photo pour l'envoyer, pour la publier, pour la diffuser dans nos médias sociaux, on a besoin de confirmer le tout dans un autre format. Ce ne sera pas notre format RAW, mais c'est là que lorsqu'on fait l'exportation, donc, de notre fichier, c'est dans ce cas ici où est-ce qu'on va venir dire « Oui, je veux exporter ma photo ». Et c'est là qu'on va venir lui dire « Je veux l'exporter, par exemple, dans un fichier, dans un format JPEG, un fichier PSD, un fichier TIFF, un PNG ou encore un DNG. » Je vais revenir dans quelques instants sur le format DNG qui va donc être un format très intéressant pour une manipulation donc qui est à faire. Mais assez souvent, si vous voulez publier votre photo, par exemple, vous allez habituellement privilégier le format donc JPEG qui est donc un format compressé. Et là, dans ce fichier-là, dans le fond, ça va être l'addition de votre format RAW et de vos manipulations qui vont s'incarner dans un seul et unique fichier, donc qui va être le fichier JPEG. Voilà donc à ce moment-là comment le tout vient de se confirmer. Mais sinon, si vous avez manipulé votre photo, vous avez obtenu ce rendu-ci, vous pouvez refermer votre logiciel et votre logiciel va avoir conservé vos manipulations donc dans la base de données ou encore dans un sidecar, dans le cas d'un fichier sidecar par exemple, ce qui est le cas par exemple de ON1 PhotoRAW. Alors, voilà donc comment est-ce que ça peut fonctionner. Comment est-ce que je sais que je suis dans un format RAW? Je vais vous montrer un élément qui est important de savoir. C'est que dans le format RAW, je vous ai dit qu'il y avait beaucoup de matière. Il y avait une grande densité d'informations. Et en particulier, lorsqu'on regarde ici, particulièrement par exemple au niveau des profils, on sait que votre logiciel prend en charge votre format RAW lorsque vous regardez des dimensions au niveau donc du profil, et c'est la même chose dans tous les logiciels que je viens de parler précédemment, ON1, Luminar. Si c'est bien pris en charge par votre logiciel, lorsque vous allez cliquer sur les profils, vous allez retrouver par exemple les profils qui vous sont habituellement proposés par votre manufacturier de boîtier. Alors par exemple, dans ce cas ici, ça ici, c'est des formats donc de profil de Canon. Alors, si je les retrouve à ce moment-là, voilà donc quelque chose qui correspond au fait que le format RAW est donc pris en charge par mon logiciel. Il y a également le fait qu'il y a d'autres profils que vous avez pu voir juste ici qui se sont donc additionnés. C'est donc un premier indice qui est important. Et dans la séquence des opérations, souvenez-vous de ce que vous venez de voir parce que je vais y revenir dans un instant. Deuxième élément qui est important de constater quand on est dans un format RAW au sujet de la balance de blanc. Alors, la balance de blanc, c'est juste ici au niveau de la température. Alors, est-ce que je veux une température dans ma photo qui est chaude ou qui est froide ou des éléments comme ça? Parce que je suis dans un format RAW, mes valeurs juste ici, quand je dis mes valeurs, ce sont mes possibilités, les nuances, les différentes tonalités. Alors, mes valeurs dans ce cas ici, ça va de... Vous voyez, si je vais complètement à l'extrémité gauche, ça va de 2000 et si je vais jusqu'à l'extrémité droite, ça va jusqu'à 50 000.
Ça veut donc dire qu'entre 2000 et 50 000, je suis capable de manipuler le curseur pour arriver vraiment à des nuances qui sont, euh, qui sont tout en douceur, je vous dirais, avec beaucoup, beaucoup de possibilités. Et je vous rappellerai tout à l'heure justement le fait que dans le RAW, vous pouvez aller de 2000 à 50 000. Alors, on peut vraiment ajuster le tout de façon très, très fine. Et vous allez voir la différence tout à l'heure par rapport à d'autres formats qu'on va donc explorer ensemble. Alors, encore une fois, dans ce cas ici, je peux très bien passer d'une photo RAW à une autre photo RAW, comme par exemple dans ce cas ici. Alors, passer de cette photo que j'avais précédemment à celle-ci et revenir à ma photo. Et vous voyez, j'ai absolument rien perdu parce que les instructions ont été conservées dans la base de données. J'ai même pas eu besoin de sauvegarder, donc dans ce cas ici, donc les manipulations que j'avais faites. Maintenant, lorsqu'on envoie nos photos vers un plugin, et pourquoi est-ce qu'on le fait? Pourquoi est-ce qu'on enverrait nos formats RAW vers un plugin? C'est parce qu'un autre logiciel ou d'autres logiciels au pluriel nous permettent à ce moment-là des possibilités de manipulation que notre logiciel de base ne nous permet pas. Ça peut être de Lightroom vers Photoshop, ça peut être de Lightroom, par exemple, vers On1 Photo RAW ou encore vers Luminar ou quoi que ce soit Capture One, etc., etc. Donc, notre logiciel de base n'a peut-être pas toutes les possibilités et on veut l'envoyer donc vers un autre logiciel qui, lui, est capable de faire une manipulation additionnelle. Le petit problème, c'est que cette manipulation-là ne peut pas s'envoyer vers Lightroom et être conservée dans Lightroom. Lorsqu'on fait appel à un autre logiciel, il a sa propre logique et c'est pourquoi à ce moment-là, on a besoin de créer donc un autre format de fichiers pour que ça se dirige vers notre plugin. Et en l'occurrence, dans ce cas ici, par exemple, je vais juste prendre celle-ci, puis je vais l'envoyer et la modifier. Je vais l'envoyer vers... Tiens, je vais l'envoyer vers Luminar AI, je vais faire une manipulation. Et ici, on vient dire, oui, conserver les modifications que j'ai faites dans Lightroom. Et on va envoyer cette photo-ci vers Luminar pour faire une manipulation quelconque. Dans mes préférences, j'ai indiqué que lorsque je vais envoyer mes photos vers Luminar ou vers des plats, créer un format TIFF, un fichier TIFF, qui est également un format qui est non compressé, qui a donc une grande masse d'informations. Alors, c'est pourquoi que tant qu'à avoir recours à des formats RAW, c'est pour ça que je décide de prolonger et de poursuivre donc avec un format TIFF. Alors, c'est pour ça que c'est parti là et ça vient donc de créer un format TIFF qui, lui, va enregistrer les manipulations que je vais faire dans Luminar. Et admettons que j'en fais une rapidement juste pour qui sera peut-être pas, qui sera un peu ridicule peut-être et exagéré, mais disons qu'on va le faire rapidement. C'est juste pour créer un élément donc distinctif. Je vais donc appliquer ce changement-là. C'est pas réussi du tout, mais c'est juste à ce moment-là pour qu'on puisse donc conserver le tout. Alors, vous voyez, j'applique ce changement-là. Ça crée le fichier TIFF avec cette manipulation-là à l'intérieur du fichier TIFF qui est manipulé donc actuellement par Luminar. Et le tout va donc retourner en direction donc de Lightroom. Mais là, il y a un élément qui est important de comprendre et vous voyez donc apparaître mon format TIFF qui est juste ici et ce sera donc avec les oiseaux. Ça va arriver dans un instant. Il y a une différence, par exemple, entre le fichier TIFF et le format RAW. Donc, et cette différence-là, elle est importante et c'est pourquoi il y a une certaine cohérence dans la séquence des opérations. Alors, si je me tourne vers donc le format RAW, vous vous souvenez qu'au niveau donc du réglage de base, au niveau donc de la balance de blanc, vous vous souvenez de toutes les possibilités de nuances qui étaient possibles par rapport à cela. Maintenant, si j'active donc ma photo qui est donc un format TIFF. Vous pouvez le voir juste ici. Alors, le format TIFF, si je veux aller manipuler, et supposons que si je n'avais pas manipulé ma balance de blanc dans mon format RAW à l'origine, et si je regardais mon format TIFF en disant « Ah zut, ma balance de blanc, elle n'est pas bonne », bien, regardez dans ce cas ici, d'une part, au niveau donc de ma balance de blanc, mes valeurs vont donc de 0 à moins 100 et de 0 à plus 100.
Vous vous souvenez que tout à l'heure, au niveau de ma balance de blanc, ça allait de 2000 à 50 000. Ça veut donc dire qu'il y avait beaucoup de nuances. Et dans ce cas ici, à ce moment-là, les possibilités sont beaucoup plus restreintes de 0 à moins 100 ou encore de 0 à plus 100. Ce qui veut donc dire que si on veut arriver à des éléments assez rapidement, là, pour arriver à des nuances, là, on passe rapidement d'un état à un autre, comme vous pouvez le voir. C'est beaucoup moins subtil, c'est plus ardu un tout petit peu. En tout cas, il y a beaucoup moins de nuances que dans le format RAW. Alors, au niveau de la balance de blanc, voilà donc l'inconvénient du formatif. Ça veut donc dire que si on veut apporter des ajustements à la balance de blanc, mieux vaut le faire dans notre fichier d'origine format RAW plutôt que d'attendre dans le TIFF. Et autre phénomène également, si je me ramène au niveau donc de mes fameux profils, bien regardez, il n'y a aucun des profils de la caméra qui sont maintenant disponibles au niveau donc de mes profils de caméra. Ça veut donc dire qu'on a également perdu cette possibilité-là lorsqu'on fait intervenir donc les formatifs. Voilà donc un élément à tenir en ligne de compte dans la séquence des opérations avec notre format RAW. Alors, si je résume un tout petit peu, dans la séquence des opérations, mieux vaut avoir réglé et ajusté notre balance de blanc avant de se tourner vers un plugin parce que sinon, une fois que le fichier qu'on a créé pour aller vers notre plugin revient, il offre moins de possibilités de manipulation que dans notre format RAW. Deuxième séquence des opérations qui est importante de comprendre, assez souvent si on se tourne vers un logiciel pour, par exemple, réduire le bruit. Alors, ici, je suis présentement avec un format RAW. Encore une fois, c'est une autre photo. Et si jamais je constatais qu'il y avait du bruit et que je voulais me tourner vers un logiciel tel que, par exemple, Denoise AI de Topaz pour réduire le bruit, assez souvent, on suggère, lorsqu'on veut réduire le bruit, de faire cette opération-là avant même de se lancer dans la manipulation de notre fichier. Parce que dès qu'on va commencer à manipuler ces curseurs-ci, on vient d'amplifier, si vous voulez, la présence du bruit en travaillant donc au niveau de la couleur, du contraste, etc. C'est donc quelque chose qui augmente donc la présence du bruit dans notre photo. Alors, lorsqu'on veut faire cette opération-là d'entrée de jeu, et qu'on va ouvrir directement notre format RAW, notre fichier RAW dans Denoise AI de Topaz Studio, à ce moment-là, la manipulation qu'on va faire, et juste ici, j'en ai fait une, donc, c'est aller vers Topaz, j'ai réduit le bruit et Topaz nous offre la possibilité de sauvegarder donc ce fichier-là. Bien entendu, ça ne pourra pas être dans notre format RAW d'origine, mais nous offre la possibilité de pouvoir le sauvegarder dans plusieurs types de fichiers, TIFF, etc., etc. Mais vous avez la possibilité de sauvegarder le tout comme un fichier .dng. Et voilà qui est très précieux parce qu'un fichier .dng, c'est le format propriétaire, si vous voulez, de Adobe, qui est donc l'équivalent d'un format RAW qui a été créé par Adobe et qui, à ce moment-là, est beaucoup plus universel. C'est un format qui, souvent, est pris en charge par la plupart des logiciels qui sont en mesure, donc, d'accueillir des formats RAW, que ce soit Lightroom, On1 Photo RAW, que ce soit Luminar, etc., etc., etc. Et la beauté de la chose, c'est que, étant donné que c'est un format, donc, RAW, propre à Adobe, ça veut quand même dire qu'à ce moment-là, dans nos réglages juste ici, si je reviens au niveau de la chose, si je sauvegarde à ce moment-là les trucs, je suis capable donc de corriger mon profil comme si j'étais dans mon format RAW. Je suis capable également, lorsque je vais aller dans mes réglages de base, de regarder le tout et je vais peut-être pas avoir nécessairement les profils de caméra. Les autres auront disparu. Mais si vous regardez au niveau de ma balance de blanc, à nouveau, dans le format DNG, ça va de 2000 jusqu'à 50 000. Alors, j'ai donc conservé la possibilité d'ajuster donc ma balance de blanc de façon aussi nuancée et avec autant de potentiel que si j'étais donc dans mon format RAW. Le petit inconvénient dans ce cas ici, compte tenu de la manipulation, c'est que j'aurais perdu donc les profils de caméra que j'aurais peut-être pu vouloir manipuler, mais à ce moment-là, dans ce cas-ci, ça ne pourra pas fonctionner. Donc, encore une fois, au niveau donc de la séquence des opérations, si on veut donc réduire le bruit et surtout faire intervenir des logiciels tiers, comme par exemple Topaz, Denoise AI de Topaz, mieux vaut le faire donc d'entrée de jeu et surtout si le logiciel le permet de sauvegarder donc cette manipulation-là à l'intérieur d'un format
DNG. Bien sûr, une fois que vous aurez fait la manipulation dans un logiciel tiers, comme par exemple Denoise AI de Topaz, et que vous viendrez lui dire de sauvegarder donc le nouveau fichier, dans ce cas-ci DNG, dans le dossier d'origine, ben, vous avez juste besoin de revenir dans Lightroom, dans le dossier de votre photo d'original, de dire que vous voulez synchroniser le fichier, le dossier. J'ai juste besoin, peut-être dans ce cas-ci, pour raccourcir la vidéo, je n'afficherai pas la boîte de dialogue d'importation. Je vais tout simplement synchroniser le dossier en question et ma nouvelle photo vient donc d'apparaître dans ce cas ici. Et en l'occurrence, à partir de maintenant, je peux donc évidemment continuer de manipuler celle-ci. Je suis donc en train de manipuler mon fichier DNG et je vais donc pouvoir dans ce cas ici, rétablir ma ligne d'horizon qui n'était pas la meilleure et je peux évidemment apporter toutes sortes de corrections qui vont encore une fois s'additionner, si vous voulez, encore une fois, dans la base de données. Je peux refaire, bien entendu, mon cadrage pour resserrer le tout, etc. et poursuivre donc les éléments. Vous pouvez donc le constater. Tout ça va donc s'additionner au fur et à mesure et je pourrai éventuellement, donc, bien entendu, exporter le tout dans un format JPEG si je tiens, par exemple, à afficher cette photo-ci dans les médias sociaux. Alors, écoutez, voilà donc quelques éléments d'information au sujet du format RAW. Bien entendu, ses bénéfices, mais peut-être aussi au niveau de la séquence des opérations et surtout pour vous rassurer à ce moment-là quant à la manipulation de celui-ci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, ça va me faire plaisir d'y répondre. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime. Au plaisir, à la prochaine.